Hier, nous avons commencé, débuté le cours du droit de l'environnement. Nous avons dit l'environnement, c'est le milieu de manière à marquer le milieu dans lequel nous vivons. On parle de droit de l'environnement parce qu'on a vu que l'environnement était menacé par le fait de l'homme et il fallait donc protéger cet environnement contre l'homme lui-même et protéger l'homme en retour parce que si on ne protège pas l'environnement, l'homme lui-même est en danger. En danger par son fait. Donc le droit de l'environnement vient régir l'ensemble des règles, des mécanismes qui visent la protection de l'environnement dans un double but. Dans le but de protéger l'homme et dans le but de protéger l'environnement. Parce que l'homme ne peut pas vivre en dehors de son environnement. D'où la nécessité de protéger l'environnement pour que l'homme demeure dans un environnement sain. Nous avons donc parlé de ce que c'était que l'environnement, on a parlé de la notion, on a parlé des sources, on a parlé des notions voisines. Nous avons entamé le premier titre qui portait sur l'encadrement normatif du droit international dans l'environnement. Nous avons dit qu'il y avait diverses sources. Quand on parle du cas de l'encadrement normatif, normatif renvoie à normes. Normes, c'est le droit, c'est l'ensemble des règles mises en œuvre pour régir un domaine précis. Alors, nous avons vu qu'il y avait des sources nationales et des sources internationales du droit de l'environnement. Nous avons commencé par les sources nationales. On a dit, avant toute autre source écrite, il y avait déjà le droit coutumier qui régissait le droit de l'environnement. Donc, le droit de l'environnement a comme première source la coutume. Pourquoi? Parce que même sans le droit, on voit que certaines personnes, certaines coutumes respectent quand même et protègent l'environnement. On a ensuite vu le droit moderne. Dans le droit moderne, on a également vu le droit moderne. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je me sentais trop légère. On a vu également le droit moderne. On a dit dans le droit moderne, c'est le droit écrit. Alors, on a parlé des diverses sources dans le droit moderne. On a dit qu'il y avait la source constitutionnelle, il y a des sources en droit moderne selon la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, on va du plus grand au plus petit. D'accord? C'est ça la hiérarchie. Comme dans une famille, on va du père, de la mère, de l'aîné des enfants, jusqu'au cadet. Donc c'est ça également dans un État. Le père, pourquoi? Parce que c'est lui qui crée la famille. Il quitte sa famille, il va dans une autre famille, il prend quelqu'un et il devient, bon, je ne vais pas me transformer en pasteur, mais c'est lui la tête. Parce que c'est son nom que tout le reste portera. D'accord? C'est exactement pareil. S'il n'y a pas le père, il n'y aura pas les enfants. S'il n'y a pas la Constitution, si la Constitution n'institue pas quelque chose ou un domaine, ce domaine n'existera pas. Alors, on a dit, la principale source en droit interne, c'est la Constitution. La source constitutionnelle, parce que c'est elle qui donne vie à toute autre institution ou toute autre règle dans un État. Nous avons vu que la consécration du droit constitutionnel, du droit de l'environnement, se retrouve dans le préambule. Dans le préambule, on reconnaît aux citoyens le droit à un environnement sain. Hier, on en a parlé. Et je vous ai dit, si je vous donnais cela en commentaire d'article, j'ai eu des réactions et j'ai compris qu'il fallait réfléchir à plusieurs fois avant de m'aventurer dans ce genre de sujet. Elle dit ça. Comment ça a eu? Pourtant, il est facile, hein? Bien. Donc, on s'est arrêté à Grand A, il me semble. Grand A, la consécration d'un droit subjectif, le droit à un environnement sain, c'est ça? Très bien. Grand A, la consécration d'un droit subjectif. J'ai dit, lorsque la Constitution le met dans le préambule c'est quoi? C'est un assemblage de principes et de droits que
la Constitution reconnaît. Si on peut aller à l'école aujourd'hui, c'est parce que dans la Constitution, on a reconnu aux citoyens le droit à l'éducation. C'est pourquoi plus tard, on peut avoir des textes, des lois, on peut avoir des ministères qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'éducation. Donc, lorsqu'on reconnaît un droit, ce droit, c'est un droit subjectif. Et lorsqu'on vous reconnaît un droit subjectif, il doit être protégé. Le droit à un environnement sain peut être considéré comme un droit fondamental de l'homme de troisième génération, dont la portée est déterminée par la qualification du terme environnement. Un droit fondamental de l'homme. Le droit à l'environnement est apparu pour la première fois sur le plan international lorsqu'il fut consacré par la déclaration de Stockholm de 1972, dont le principe 1 énonce que l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Je m'arrête là. Il a le devoir solennel. Il est mis pour qui? Il est mis pour l'homme, n'est-ce pas? On n'a pas dit pour l'État. C'est ça, n'est-ce pas? Il est mis pour l'homme. C'est vrai que l'État également, c'est l'homme. D'accord? Parce que ce sont les individus qui agissent au travers de l'État. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'homme, nous avons donc une grande responsabilité pour protéger dans la protection de l'environnement. Bien qu'étant un instrument non obligatoire pour les États, la déclaration devint une source d'inspiration pour le mouvement de constitutionnalisation du droit à l'environnement. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le droit à l'environnement sain, il ne figurait pas dans les anciennes constitutions. Au Cameroun, on le retrouve dans la constitution de 96. C'est à partir de 96 qu'on retrouve le droit à un environnement sain. D'accord? Ça dit que c'est à partir de 72 que les États commencent à parler véritablement de protection de l'environnement, que les États, les individus doivent s'engager dans s'activer dans la protection de leur environnement. Toutefois, il faut relever que le premier texte international ayant un caractère obligatoire est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi au Kenya le 28 juin 1981. Il est entré en vigueur le 21 octobre 1986 et dispose dans son article 24 que tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Le Cameroun a ratifié cette charte africaine le 20 juin 1989. C'est pourquoi je dis, quelquefois, on le disait hier, les États ratifient, ils ratifient, mais ils prennent du temps pour signer. Le texte, on a dit, la charte a été adoptée à Nairobi en 1981. Le Cameroun a fait combien d'années pour ratifier? Il y a d'autres textes qui ont été signés, mais qui sont là, le Cameroun n'a jamais signé, il n'a jamais ratifié. Donc, il y a une chose de signer, une chose est de signer les conventions, les accords, les traités, une autre est de les ratifier pour qu'ils soient mis en œuvre. Considérés comme droits de la troisième génération, les droits et libertés fondamentaux sont protégés contre les pouvoirs publics, contre le pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel. Cette protection est de caractère vertical dans la mesure où elle concerne le rapport entre la personne et la puissance publique. Elle est également horizontale. Je vais lire, je m'arrête, j'explique. D'accord? Et je vous saurai gré de lire. Ah, d'accord. Je vois le monsieur, c'est sur l'ordinateur que vous lisez? D'accord. Oui, monsieur, là, je me bats à mettre des robes pour ne pas être appelé monsieur. Hier, on m'a appelé monsieur, continuez, je me mets en pantalon. Désolé. Alors, on a dit, ils sont considérés comme les droits de la troisième génération. Pourquoi? Parce que leur protection est de caractère vertical.
Elle concerne le rapport entre la personne et les pouvoirs publics. D'accord? Les titulaires ou les bénéficiaires de ces droits ne sont pas uniquement des personnes physiques, ce sont également des personnes morales, privées ou publiques. Un droit dont la portée est déterminée par la qualification de l'environnement. La qualification de l'environnement détermine sa portée et délimite son champ d'application. Sans qualificatif, le concept d'environnement serait infiniment large et aurait pour effet d'affaiblir la justiciabilité du droit à l'environnement ou d'accorder plus de place à l'interprétation du juge. Le qualificatif peut être simple ou complexe, centré sur l'homme ou ses besoins. Le qualificatif peut être simple ou complexe et peut être centré sur l'homme et ses besoins ou s'étendre à d'autres éléments. L'homme a donc droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. J'ai donné un devoir hier. Qui l'a fait? Les situations, comment se comporter sensibiliser quelqu'un à ne pas être incivil. Ah, vous l'avez fait? Alors, vous l'avez fait comment? Ah, avec ta voisine. Votre voisine a voulu faire quoi? Elle a voulu laisser les notices. Elle laisse les problèmes. Ah, super. Super. Waouh. D'accord. Au stade de foot, Et j'ai demandé à un coéquipier de ne pas jeter une bouteille. Il voulait juste mettre ça légèrement hors de l'air de jeu. Je lui ai demandé d'aller mettre ça. super. Waouh. Oui. Moi, je me suis sensibilisé moi-même. D'accord. Je poubelle désormais dans mon sac. D'accord. Ah, c'est très bien. Vous verrez qu'à la longue, celui à qui vous avez demandé comme vous l'avez fait, d'accord? La prochaine fois, elle va se rappeler exactement vos mots. Ne jette pas ceci-là, et elle va plus le faire. Ah, il dit espérons. Ça veut dire que votre sac, moi-même je dois me dire espérons. S'il n'a pas son sac, il peut jeter n'importe où. C'est ça? Non, moi c'est sûr. Ok. Je l'ai dit, le qualificatif peut être simple ou complexe. Il est adaptable par chaque État. Ainsi, l'homme a-t-il droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé en France? C'est ce que la France dit. Environnement équilibré et respectueux de la santé, sain et écologiquement équilibré, approprié au développement de la vie ainsi qu'à la préservation du paysage et de la nature au Pérou. L'adjectif sain adopté par la Constitution camerounaise est fréquemment utilisé. On met quoi dans sain? Vous mettez quoi dans environnement sain? Si vous dites j'ai droit à un environnement sain, vous mettez quoi dans sain? Il est dans le bien-être. C'est quoi le bien-être? Exemple des maladies. D'accord. Vous sain, c'est quoi? La qualité, la bonne qualité de l'air. Oui. La santé. C'est quoi la bonne qualité de l'air et de l'eau? On peut parler en termes de respirer un air qui n'est pas pollué. D'accord. Comment vous allez déterminer que l'air est pollué ou pas? Il y a des paramètres physiques, mais il y a des paramètres qui ne sont pas également physiques. D'accord. Qui d'autre? Environnement sain, vous mettez quoi dans environnement sain? Oui. Un environnement propre. Dans un environnement propre, vous saurez que si vous balayez, vous jetez vos ordures très loin, il n'y aura pas de mauvaise odeur. Donc votre air sera pur. D'accord? Maintenant, bon, d'accord. Un environnement propre. Dans un environnement propre, il n'y a pas de maladie. D'accord? Dans un environnement, j'ai mes nièces, ma soeur se plaint tout le temps de leur chambre. Elles sont malades. Un mois ne passe pas sans que ces filles-là ne tombent malades. Et je leur dis à ma soeur, mais dans cette poubelle de tes nièces, c'est normal qu'il n'y ait jamais de santé. Jamais. Et ce n'est pas des petites filles, hein? Des grandes filles.
2 ans à l'université, 2e année BTS. Les femmes, c'est comme ça, madame. Je me dis, ça c'est la malédiction parce que je ne peux pas comprendre cette partie. Ma soeur a déjà tout fait, tout dit, menacé, filmé. Je n'ai pas encore la solution. Elle-même n'arrive pas à avoir la solution. Alors je préfère rester chez moi. Quand elle vient avec ses problèmes, je dis continue de supporter. Ce genre-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas, de situation? La dictature, les filles qui vont vous dire qu'elles sont déjà grandes. Madame, on a la obligées, qu'est-ce qui les oblige à le faire? Madame, elles auront des visiteurs. Quels visiteurs? Oui. En Côte d'Ivoire, il y a comment dire, le cabinet civil où on forme les gens qui n'aiment pas bien se comporter, qui sont sales, qui n'aiment pas. Je crois qu'on doit les envoyer là-bas. Voilà. Faut que qu'on appelle leur père pour dire paie les billets d'avion à tes filles, qu'elles passent. Et des sessions là-bas, tout ça, et des sessions. Non, très franchement, dans un environnement sale, on ne peut pas être en santé. On ne peut pas du tout être. Je dis, mes nièces tombent malades chaque 1 mois et demi. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour les soigner. Bon, heureusement que c'est pas moi, c'est leur père, c'est leur temps. Non, gérer leur histoire. Mais elles savent que quand elles sont chez moi, elles ne sortent pas de ma cuisine sans laver mes assiettes. Elles savent que mes assiettes la vaisselle ne dort pas sale chez moi. Et je leur dis, mais ce que vous faites chez moi, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça chez vous? Quand elles sont chez moi, elles travaillent. Ma soeur se fait, elle quitte chez tout le monde. Dites que maintenant, ce n'est pas moi qui demande à tes filles de fuir la maison pour venir chez moi et travailler. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, environnement sain, c'est environnement propre. C'est environnement propre. D'accord? Donc maintenez votre environnement propre. Et l'environnement se maintient pas propre lui seul. C'est nous qui le maintenons propre. L'environnement sain, il est au départ sain, propre, parce que quand on construit une maison, elle est propre, n'est-ce pas? Quand on finit de construire un bâtiment comme celui-là, comme celui que vous aurez bientôt, il est propre. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'à la longue, il ne soit pas propre? C'est effet boule de neige. L'autre laisse un papier, l'autre laisse le plastique du Kleenex, donc les mouchoirs. L'autre laisse et vous verrez que ça va s'emplacer. Et vous voulez que c'est toujours l'administration qui nettoie? Non, vous pouvez aider l'administration en évitant, vous voyez, de jeter des choses au sol. Il y aura peut-être au maximum la poussière un peu au sol, mais au moins il n'y aura pas ces papiers, ces mouchoirs, ces plastiques, et je ne sais pas quoi au sol. D'accord? Donc essayons nous-mêmes de faire des efforts pour que notre environnement soit sain, soit propre, soit vivable. Ça nous préserve des hôpitaux, ça nous préserve des maladies. L'adjectif sain adopté au Cameroun est fréquemment utilisé. Il induit que l'environnement a un lien direct ou indirect avec la santé humaine. Il définit en même temps une limite. Le droit n'est tant reconnu qu'à partir du moment où la dégradation de l'environnement est assez importante pour porter atteinte à la santé. Mais il appartient véritablement au juge d'en donner l'interprétation et d'en fixer la limite. La consécration du droit à l'environnement comme droit fondamental marque le triomphe de la conception anthropocentrée de l'environnement et de sa protection. Le droit n'étant reconnu qu'à partir du moment où la dégradation de l'environnement. Donc vous voyez que même le droit ne gère pas les petits détails. Il faut qu'il y ait une certaine dégradation, un certain degré de dégradation de l'environnement pour que le droit s'invite. D'accord? Tant que la dégradation est encore un petit peu comme là maintenant. On parle de poubelle tout le temps, n'est-ce pas? Mais le jour où plusieurs personnes saisissent le juge pour dire à cause des odeurs, à cause de telle pollution degré, les examens cliniques ont révélé que c'est la cause, peut-être je prends Cabanal, de la pollution
les odeurs que les poumons de quelqu'un ont eu, je ne sais pas quel problème, c'est à partir de ce moment-là que le droit intervient. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a que des situations de saleté, de dégradation, tant que personne ne se lève, je le disais à votre camarade l'autre hier, tant que personne ne se lève pour aller saisir le juge pour parler de la dégradation, le droit est tranquille. D'accord? Parce que le droit ne peut pas se mettre en œuvre lui-même. D'accord? Votre environnement il n'est pas sain. Votre droit à un environnement sain est bafoué d'une manière ou d'une autre. Vous en êtes conscient. Mais tant que vous ne vous levez pas pour agir, le droit ne fera rien. D'accord? Et votre droit subjectif va continuer à être bafoué. Donc, c'est par rapport à la phrase « le droit n'étant reconnu qu'à partir du moment » d'accord, que la dégradation de l'environnement est assez importante pour porter atteinte. Donc, tant que la dégradation n'est pas assez importante pour causer des dommages d'un certain degré, le droit est tranquille, il ne s'évite pas la chose. Puisque vous-même vous trouvez cela banal, supportable. D'accord? Je n'aime pas cette salle. Non, madame, ça va, ne vous inquiétez pas, on a attentif ce pouvoir. D'accord. S'il vous plaît, madame. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, qu'il faut que le truc arrive à un niveau élevé avant que le droit n'intervienne. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de droit préventif. Le droit préventif, c'est ça. Le droit préventif, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait là. D'accord? Le droit préventif, c'est les sanctions qu'on peut donner. Ne faites pas ceci sous peine de. D'accord? On a dit hier que le droit a trois objectifs, non? Un objectif dissuasif, c'est ça. La dissuasion, c'est ça l'aspect préventif du droit. Ne faites pas ceci sous peine de. Mais est-ce que sous peine de empêche qu'on ait des comportements inciviques? Non. Le droit préventif, c'est dire, on appelle ça quoi? Les études d'impact environnementaux. D'accord? C'est ça le droit préventif. Ça veut dire qu'avant qu'une société ne s'implante, il doit faire des études pour savoir le degré de dégradation que l'environnement va subir. Maintenant, il doit dans son étude dire comment il compte essayer de juguer, de diluer ou de limiter, réduire les dégradations. Vous voyez? C'est ça le droit préventif. Mais maintenant, le droit nous dit, il y a des mécanismes pour le faire. La suite, ce n'est pas le droit lui-même qui va le faire. D'accord? Il faut des personnes courageuses pour se lever et en parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que les gens commencent à s'intéresser à la route, il a fallu que quelqu'un souffre sur les routes pour se plaindre et que les gens le comprennent et qu'on commence à s'activer à arranger les routes. Vous comprenez ce que je veux dire? Les poubelles, on en a tellement parlé, c'est pourquoi ces jours-ci, on parle de nettoyer les routes. Je ne sais pas, peut-être parce que le pape viendra, je n'en sais rien. Mais je sais que depuis quelques jours, on vient de découvrir qu'il y avait beaucoup de poubelles dans toutes les rues de Yaoundé et du Cameroun. D'accord? Pour dire quoi? Pour que quelque chose se passe, que les lignes bougent, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Maintenant, les individus sont peut-être pas assez, je ne vais pas dire courageux. Parfois on a le courage, mais on ne peut pas, notre voix n'est pas assez forte pour porter. D'accord? Parce que si vous allez vous plaindre vous seul contre une grosse société comme... qui va vous écouter? Personne. Personne. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui a une voix qui porte, qui se plaint, on va l'écouter. D'accord? Donc, généralement, le droit, c'est quelque chose de... Je ne suis pas en train de descendre le droit pour les historiens, les géographes ont dit, ah, on a bien dit ces gens-là. Le droit, le droit est là. Mais à côté du droit, il faut des gens forts, des institutions fortes pour que le droit soit efficace et effectif. D'accord? Et c'est la même chose en droit de l'environnement. Grand B, la concentration d'un droit objectif assorti du devoir de protection. Grand A, c'était le droit quoi? Subjectif, n'est-ce pas?
Grand B, c'est la consécration d'un droit objectif assorti du devoir de protection de l'environnement. À la différence du droit en environnement sain qui est reconnu à chaque personne, le devoir de protection de l'environnement adressé à tous, c'est-à-dire aux personnes titulaires ou bénéficiaires du droit de l'environnement, y compris la puissance publique, l'État. Le professeur Michel Prieur souligne que si la protection de l'environnement est devenue une obligation de l'État, elle est avant tout un devoir des citoyens. Ce devoir peut s'appréhender sous un double angle, un angle matériel et un angle juridique. Sur le plan matériel, l'obligation est essentiellement négative. Les individus doivent s'abstenir de poser des actes ou de mener des activités dommageables pour l'environnement, telles que la coupe excessive, de bois, le rejet anarchique des déchets dans l'environnement, surtout urbain, le déclenchement des feux de brousse, autrement dit, ils doivent éviter des comportements d'incivisme écologique. Ça, c'est le devoir, c'est l'obligation négative, le ne pas. D'accord? Qui est bon? C'est prohibition. Ne pas, c'est l'obligation négative qui repose sur les individus. L'obligation peut également être positive. Les individus ou les groupements peuvent entreprendre des actions ou s'engager dans des projets visant à améliorer l'état de l'environnement, à réparer les dégâts. Ces actions, on les constate de temps en temps. Vous voyez des jeunes avec des chasubles en train de balayer, de recurer quelquefois les caniveaux. Ça, c'est des actions positives. Les citoyens jouissent des droits procéduraux dont l'exercice peut contribuer à la réalisation de la normativité, de l'effectivité et de l'évolution du droit de l'environnement. Ces droits sont juridictionnels et extra-juridictionnels. On a dit que vous avez des droits procéduraux. Nous avons, nous les citoyens. Ça veut dire que si quelqu'un vient élever les porcs, comme quelqu'un disait hier, le voisin a des moutons dans la cour qui viennent vous déranger. Il y a des droits. Je me souviens, il y a de cela 1 an, 2 ans. Il n'y a pas loin de chez nous, de l'autre côté de la barrière. Il y avait un monsieur qui élevait des porcs. Des porcs en plein Soa, de l'autre côté de la barrière. Des porcs. Les porcs sentaient très, ça sentait tellement bouffé. Et quand les porcs devaient crier, wow, tu te dis, à 2 fois j'ai dit je vais à la mairie. Quelqu'un me dit, toi ton appartement est au fond, l'appartement qui est devant est plus proche de ces porcs. Pourquoi la personne qui est devant ne va pas saisir la mairie? Toi tu te prends pour qui pour aller saisir la mairie? Je me suis dit, j'ai essayé la deuxième fois, on m'a dit la même chose, je me suis dit pourquoi pas. Vous voyez comment on veut se lever pour quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les porcs n'existent plus là aujourd'hui. On a vers, on appelle ça quoi? Non. Ah non. Un dépôt de boissons. J'ai appris que c'est un dépôt de boissons. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On peut dire que quelquefois on peut être mal à l'aise par les activités, par les nuisances, tant olfactives que sonores, mais on ne dit rien, on dit, on supporte. Pourtant, on a le droit d'aller saisir des instances compétentes pour dire, il y a mon voisin qui me dérange. Moi, on ne le fait pas. Je vous assure qu'en France, si vous mettez la musique un peu plus que normal, vous allez seulement entendre la police cogner à votre porte. Vous ne savez même pas qui a Vous dérangez. Non. On a fait ça, je ne sais pas qui l'a fait. Mon voisin, il est pasteur, il a fait ça un jour. Il y a un bar, il paraît que c'est en fin d'année que les caprins ont l'argent. Les bars s'ouvrent partout. Il a donc ouvert un bar, alors il y avait la musique non-stop.
jusqu'à pratiquement 2-3 heures. Il a appelé la police qui est venue. Le monsieur a baissé le temps que la police était là. Dès que la police est partie, il a encore redoublé. Et il a refait le lendemain, un peu pour dire à la personne qui s'est plainte, tu iras appeler la police tous les jours. Et la police viendra carrément s'installer dans mon bar pour que tu aies la paix. Alors, vous voyez, dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites qu'il faut supporter. Vous faites quoi? On pose une plainte. Vous faites une plainte et après la plainte. Non, on passe d'abord par. Non, marabout, ça vient d'abord. On passe d'abord par la. Non, même après avec la plainte, vous faites quoi? On passe d'abord par la procédure normale pour être dans la légalité. Maintenant, si après plus on va répéter, ça, il n'y a pas de réaction. Maintenant, moi, je fais action. Toi, en tant que qui? Moi, en tant que citoyen. Vous voyez donc que c'est une longue procédure. Non, moi, j'ai arrivé pour chez nous là-bas. Vous avez fait quoi? Compteur CIE là. Mon nom dit CIE, compagnie d'électricité. Il savait matin, il n'y a plus de disjoncteur. Il sait que c'est moi. Il a appelé la police. Non, ce n'est pas de l'incivisme. Moi, j'ai eu une pensée aussi mauvaise il y a quelques jours. Il y a un faux restaurant-bar qui ouvre juste à côté de notre portail. Et je veux sortir, il y a quelqu'un qui a garé carrément au milieu du portail, impossible de sortir. Je klaxonne rien du tout. Il a fallu qu'un de mes voisins sorte du temps pour aller se renseigner au restaurant, au niveau du restaurant, pour savoir qui a garé. Le monsieur était calmement assis, il mangeait calmement. Il vient, il nous dit, ah, il n'y avait plus de place. Je lui ai dit que mais c'est pas le parking c'est pas le parking du restaurant. Ça c'est un parking privé de ce bâtiment. Et pendant que je regardais cette voiture que me bloquait, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? J'enlève tous les... Vous voyez les trucs, les petits trucs qui sont sur les roues qu'on peut mettre l'air. Je me disais, est-ce que je dévisse tout ça, je jette ça et ça va, ces roues vont se dégonfler. Et après j'ai pensé au clou. Et après je me suis dit, quand tu vas lui faire tout ça là, sa voiture va caler là, ça ne changera rien pour que tu ne vas pas sortir. Pour dire que moi-même, il m'arrive quelquefois d'avoir ce genre de pensée parce qu'il y a des gens qui sont inciviques. Ils sont inciviques. Et aller saisir la police. Quelquefois, tu décides d'aller saisir le tribunal, c'est toi qui restes là-bas. C'est toi qui restes là-bas. J'ai mon cousin qui m'a appelé. Il a peur qu'on l'enferme parce qu'il a travaillé chez quelqu'un. Il fait dans les... Il tond les gazons, il s'occupe des plantes et tout. Il a travaillé sur le monsieur. Le monsieur voulait que ses employés aillent travailler. Je ne sais pas trop où. Il n'a pas voulu. Le monsieur a tourné, il ne veut pas payer. Le gars veut se plaindre, c'est lui qui porte plainte. Il est convoqué. Et c'est lui qui a peur de finir en fou, alors que c'est le monsieur qui nous donne l'argent. Donc ici, quand vous décidez de vous engager dans des procédures, soyez rassurés et sûrs que en allant saisir le juge, ce n'est pas vous qui allez rester là-bas. D'accord? Donc c'est tout cela qui fait que quelquefois même, lorsque on se sent lésé, on peut faire dire Dieu va te punir et on continue de vivre calmement sa vie. Alors, les premiers sont des droits, on a dit qu'il y a des droits juridictionnels et des droits extra-juridictionnels. Les premiers sont des droits d'accès à la justice. Les individus ou les groupements peuvent avoir la possibilité d'exercer des recours auprès des instances judiciaires, non seulement contre les atteintes portées à l'environnement, mais aussi contre les dangers qui le menacent. Les droits extra-procéduraux, extra-juridictionnels sont des droits à l'information et à la participation. Les particuliers doivent avoir la possibilité de participer à l'élaboration des décisions en matière environnementale, en exprimant par exemple leurs opinions dans des débats qui précèdent la prise de décision. Afin d'avoir des idées, de se faire des opinions, de prendre conscience des enjeux environnementaux, les citoyens doivent pouvoir être informés, surtout dans un domaine qui est fort technique, complexe et évolutif. Ces droits procéduraux sont des composants du droit à l'environnement qui, sous cet aspect, peut être considéré comme une garantie efficace pour le respect du droit de l'environnement.
Là, nous étions dans les sources. Les sources quoi? Les sources modernes. Les sources constitutionnelles. Nous sommes en train, depuis là, nous parlions de la source constitutionnelle et davantage de cette disposition du préambule, le droit à un environnement sain. On disait, la Constitution fait quoi? La Constitution symbolise le droit objectif. En fait, voilà, je résume cette source constitutionnelle. La source constitutionnelle, c'est quoi? C'est juste reconnaître ou retenir que le droit constitutionnel, donc la Constitution, vous reconnaît un droit. La Constitution, c'est le droit objectif, d'accord, qui vous reconnaît un droit subjectif. Maintenant, je l'ai dit ici, lorsqu'on vous reconnaît un droit subjectif, il y a des mécanismes pour protéger ce droit subjectif, d'accord. Donc le droit objectif doit mettre en œuvre des mécanismes pour que votre droit subjectif soit garanti. D'accord? Donc c'est de manière ramassée tout ce qu'on a dit concernant la source constitutionnelle. La source constitutionnelle qui est le droit objectif vous reconnaît le droit subjectif d'un environnement sain. Maintenant, la source législative. Lorsque le droit objectif pour le droit inférieur dont les lois mettent en œuvre, d'accord? Je l'ai dit hier, lorsque la Constitution dit droit à un environnement sain, il faut que des mécanismes soient mis en œuvre. La loi, le Parlement vote des lois qui seront mises en œuvre. Il y a un ministère qui doit être mis en place. D'accord? Pourquoi? Pour qu'il y ait droit à un environnement sain. On aura un ministère de l'environnement, on aura un ministère des pêches, on aura un ministère des mines, on aura un ministère des faunes, et on aura des institutions comme des eaux et forêts, on aura des institutions comme quoi encore? Ministère de la santé, ministère de l'urbanisme, ministère de l'urbanisme, Comme cadre de vie. Ministère de la santé et de la santé. Tout cela part de quoi? Du fait que dans la Constitution, on a dit le citoyen a droit à un environnement sain. À partir de cela, tout un mécanisme est enclenché. D'accord? Maintenant, on a les sources législatives. La loi est l'œuvre du législateur. Au Cameroun, il faut reconnaître que, de manière consciente ou inconsciente, que le législateur s'est intéressé à la protection de l'environnement. Les sources législatives sont représentées par la loi de portée générale qui régit la gestion rationnelle de l'environnement dans sa globalité, et des lois spécifiques sont complémentaires de la première. Donc nous allons revenir, nous allons constater qu'il y a beaucoup de lois. Je ne sais pas s'il faut les lire toutes. On a le cours. Je les lis toutes ou je les cite seulement. Vous préférez quoi? Je les lis, je continue, je lis, j'explique. C'est ça? D'accord, oui. Merci pour la parole accordée. Est-ce que vous pouvez nous donner la nuance qui existe entre le droit positif et le droit subjectif? Le droit positif, c'est le droit avec grand D. Grand D. Le droit positif, c'est l'ensemble constitué des normes, dont la Constitution, les lois, les règlements. Donc c'est ça le droit positif. C'est les textes juridiques, c'est le droit grand D. Le droit subjectif, c'est le droit qu'on reconnaît avec petit d, qu'on reconnaît aux personnes. Et les prérogatives des individus. Donc c'est le droit positif qui vous reconnaît des prérogatives. D'accord? Donc on a comme première loi la loi numéro 96/12 du 5 août 96 qui porte loi 4 relative à la gestion de l'environnement. Cette loi est le texte de base sur l'environnement. Elle comporte des dispositions d'ordre général relatives au principe du droit de l'environnement
et aux sanctions pénales prévues contre les atteintes de ce droit. Vous voyez pourquoi hier je parlais des accointances avec le droit privé. Dans la protection, il faut des sanctions. D'accord? Parce que si votre droit est violé, il faut bien qu'il soit sanctionné. Il faut qu'il y ait des sanctions. Un droit sans sanction ne peut pas être... Un droit ne peut pas être protégé sans sanction. D'accord? Donc, le principe, la loi 96 règle ou régit de manière générale tout ce qui concerne le droit de l'environnement et met en éveil les différentes sanctions liées aux violations de certaines règles relatives à l'environnement, de certaines atteintes à l'environnement. La loi réaffirme à la suite de la Constitution que le droit de l'homme à un environnement sain, en prévoyant qu'il soit garanti par des textes législatifs et réglementaires. Donc cette loi de 96, en son article 5, précise encore que l'homme a droit à un environnement sain. Et cette même loi prévoit quoi? Qu'il y ait des textes législatifs et réglementaires pour garantir ce droit à un environnement sain qui est reconnu à l'homme. Vous comprenez jusque là ou non? Comment? Je dis la loi, je relis, la loi de 96 de 5 août réaffirme dans son contenu, d'accord, que l'homme a droit à un environnement sain. Et cette même loi de 96 prévoit qu'il soit ou prévoit qu'il y ait des garanties. D'accord? Qu'il y ait des garanties ou des mécanismes de protection du droit à un environnement sain de l'homme. Je vais le dire comment. Je prends un cas banal. D'accord? On vous reconnaît le droit à l'éducation, n'est-ce pas? Il y a un texte maintenant, la Constitution vous reconnaît le droit à l'éducation. Il y a un texte qui est adopté qui va régir l'éducation de manière globale. D'accord? Maintenant, dans ce texte, disons la loi de 2026. D'accord? Dans la loi de 2026, qui va régir l'éducation de manière globale, donc qui parlera de l'éducation à partir de la maternelle jusqu'au secondaire et de tous les aspects de l'éducation. Dans ce texte-là, ce texte prévoit qu'il faut qu'il y ait des textes qui soient adoptés pour étayer davantage ce que ce texte dit. C'est-à-dire que dans ce texte, qui va dire il y a l'éducation secondaire, l'éducation primaire, l'éducation maternelle, et qu'il y ait des textes qui vont dire bien, éducation maternelle. Les enfants doivent aller à l'école à tel âge. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ce texte de 2026 qui le dit. Qui dit qu'il faut qu'il y ait des textes qui prévoient et qui étayent que, de manière précise maintenant, éducation de quoi? De base, ça doit être maternelle. Et à la maternelle, les enfants de 2 ans ne peuvent pas être à la maternelle, ils doivent être à la crèche et tout ça là. Maintenant, qu'un autre texte soit pour parler de l'éducation secondaire et qu'un autre texte soit là pour parler, soit adopté pour parler de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Donc, c'est en fait ça. Oui. Donc, madame, quel est le rapport de cette loi avec l'environnement que nous sommes en train d'étudier? Le texte, ça c'est la loi de 96 du 5 portant loi relative à la gestion de l'environnement. De quel type d'environnement? Donc c'est cette loi-là qui est en train de préciser dans son dispositif que d'autres lois, d'accord, parce qu'elle c'est l'environnement ensemble. Et c'est à partir de là maintenant relative à la paix, les lois relatives. Non, j'ai pris quand je parlais de
Non, non, non. Maintenant, il faut que les ministères savent dans les enseignements. Je pense qu'ils le font. Je pense qu'ils apprennent l'environnement, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Mais je parle du... Il faut qu'il y ait des lois spécifiques à chaque domaine. La loi qui affirme, le constitutionnel de 96 détermine les acteurs dans le domaine de l'environnement. Vous êtes perdu en route. Ça y est? C'est bon. La loi constitutionnelle intervenant dans le domaine de l'environnement. Ce sont d'abord le président de la République qui définit la politique nationale de l'environnement, le gouvernement qui la met en œuvre en élaborant des stratégies, des plans ou programmes nationaux. Ensuite, les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense avec lesquelles le gouvernement travaille conjointement. On a enfin la Commission nationale consultative de l'environnement et du développement durable, qui assiste le gouvernement dans l'accomplissement de ses missions, notamment élaborer le plan national de gestion de l'environnement révisable tous les 5 ans. Alors, tout ce que je viens de lire là, c'est sur la base de quoi? C'est sur la base du préambule. C'est sur la base du préambule qui dit que tout citoyen a droit à un environnement sain. C'est parce que tout citoyen a droit à un environnement sain que tout ce mécanisme-là est mis en place. D'accord? La loi cadre a fixé un certain nombre de principes fondamentaux transposés du droit international de l'environnement qui inspire la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Au terme de l'article 9, ces principes sont le principe de précaution, le principe d'action préventive, le principe pollueur-payeur, le principe de responsabilité, le principe de participation et le principe de subsidiarité. Subsidiarité. La loi cadre institue l'étude d'impact environnemental. Donc, comme je l'ai dit, la loi cadre, c'est comme la Constitution. Je ne peux pas dire Constitution 2 fois, mais c'est comme quelque chose qui régit, d'accord, qui est le fondement de tout le reste. La loi cadre donne une vue d'ensemble de tout ce qui va concerner l'environnement dans l'État. D'accord? Donc, c'est comme un parchemin de tout ce qui va concerner l'environnement dans l'État. La loi cadre de 96. Elle a institué l'étude d'impact. On va voir l'étude d'impact, on parlera du principe de prévention. Des dispositions spécifiques portant sur la protection de l'environnement, de l'atmosphère, des eaux continentales pleines d'inondations littorales ont également été adoptées. D'accord? Donc, la loi cadre, c'est une loi de portée générale. Si je peux résumer de cette manière. D'accord? La première loi qui concerne l'environnement, qui est la première loi source du droit de l'environnement, ou la principale loi source du droit de l'environnement, source législative du droit de l'environnement, c'est la loi cadre. Pourquoi? Parce qu'elle a une portée générale. D'accord? Et elle demande, dans son contenu, elle invite ou elle propose qu'il y ait des lois spécifiques selon des domaines.
C'est pourquoi après, je vais parler des lois spécifiques. Vous verrez que dans les lois, dans les sources législatives, j'ai commencé par la loi cadre, n'est-ce pas? Car elle a une portée générale. Ensuite, nous ferons les lois spécifiques. Maintenant, je m'arrête pour vous demander, ça se passe comment dans vos pays? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment se passe la gestion de l'environnement dans son pays? Il n'y a pas de gestion de l'environnement. On va en parler un peu. Bon, en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Assainissement et de l'Hygiène publique a mis en place une brigade d'assainissement. Ah, où je dois envoyer mes nièces. Bon, il y a ça et puis il y a l'état civil aussi. Bon, cette brigade-là est chargée de s'assurer à ce que les ordures, les bacs d'ordures, les conteneurs qui sont déposés dans les points d'ordures soient vraiment, pris en compte. Ensuite, il y a une entreprise sous-traitante qu'on appelle Eco et Bruni. Et puis il y a Ecotissa aussi qui travaille avec le ministère de l'Assainissement. Voilà, qui sont chargés dans les villages, dans les villes, dans les communes de ramasser les ordures. Il y a les voitures qui circulent, il y a des tracteurs qui circulent dans les quartiers. Il y a aussi des femmes qui nettoient les rues. Et ensuite encore, il y a l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, qui essaie aussi de créer des endroits de drainage, des systèmes de drainage, afin de faire passer facilement les eaux usées. Il y a aussi la SODECI qui habite aussi, Société de distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire, qui habite aussi un bureau de service d'assainissement, où vous verrez peut-être à Abidjan, où il y en a assez, des endroits où, des endroits de stagnation d'eau, il y a des constructions de SODECI, que la SODECI fait, qui tire les eaux usées dans le quartier, qui essaie de... Comment on appelle ça? Non, pas analyser. Ils font les tris, canaliser. Ils font les tris. C'est-à-dire, ils font des canalisations où les déchets sont triés par des grillages. Il y a des grillages dont les trous sont larges, souvent c'est petit. Donc, du coup, il y a un nom pour ça, du recyclage. Voilà. Donc, du recyclage. Donc, avant que l'eau usée n'arrive peut-être à la lagune, c'est l'eau fin maintenant qui arrive à la lagune. Les ordures sont restées dans ces endroits-là et peut-être chaque 3 mois, chaque 3 semaines. Alors, ça veut dire que toute l'eau de la Côte d'Ivoire est potable? Bon, on peut dire ça comme ça. Sur les papiers, c'est comme ça. Non, madame, je veux expliquer. Tout ce qu'il vient d'expliquer là, on fait ça dans deux buts. Abidjan, Yamoussoukro, les deux capitales. On donne ça. Les autres villes. C'est juste que Eco et Bruni est dans toutes les villes. Ils ramassent les grandes bacs là. Par exemple, quand on sort à soir, il y a une grande bac. Eco et Bruni est chargé de pouvoir ramasser les grandes bacs pour aller les déverser dans un quartier qui est spécial. Un quartier spécial. Une décharge. Voilà, une décharge, voilà l'expression. Donc par exemple, chez nous, il y avait la décharge d'Aquedo, on a changé. Donc il y a des endroits spéciaux comme ça où on va déverser ces bacs en ordures là. Et vos bacs, ils sont comment? Ils sont très grands ou c'est vous qui n'êtes pas assez nombreux? Ce sont des gros camions. C'est grand même. C'est grand en tout cas. C'est grand. Donc, chaque fin de semaine, ils viennent ramasser. Et vous ne déversez pas les ordures aux abords des bacs? non, ça se fait. C'est pas nous qui faisons, c'est les gens qui font. Les ordures autour des grands bacs, ça on trouve beaucoup dans les marchés. Dans les marchés. Là, dans les marchés, ça on ne sait pas. Et puis il y a un autre système aussi, mais ça c'est un système qui est fait de manière locale. Je veux dire, par exemple, moi j'ai fait mon parcours scolaire à Daloa et des jeunes étudiants ont développé un business autour des ordures ménagères. Ce qu'ils faisaient c'était quoi? Ils achètent eux-mêmes
des mototaxis, des taxis. Et puis, ils s'abonnent, ils font un abonnement auprès des ménages. Les femmes s'abonnent auprès d'eux pour ramasser ces ordures. Donc, eux, ils partaient déverser directement la décharge parce que souvent, Eco-Burni ne pouvait pas entrer dans les quartiers. Eco-Burni, comme ils ont les gros camions, ils se limitaient sur les abords de grandes voies. Donc, eux, ils se sont arrangés maintenant pour pouvoir transporter les ordures ménagères depuis les différentes maisons pour envoyer ça vers la décharge. Donc, ça, c'est un business aussi autour de la chose qu'on a créé en Côte d'Ivoire. C'est juste la Côte d'Ivoire? Madame, l'eau potable dont vous avez parlé là. Non, j'ai vu un autre pays. Le Togo? Oui, c'est un peu. Bon, je voulais un peu réagir sur le système de drainage dont ils ont parlé pour les deux villes de Yamoussoukro. Je pense que c'est un problème pour toute l'Afrique. Parce qu'à un moment donné. Quelle Afrique? Toute l'Afrique. Même pour le Cameroun? Ça va arriver d'ici 13 ans. Nous sommes toujours dans l'espérance. Dans toutes les pays d'Afrique, on a commencé avec ça. Tous les déchets seront drainés, recyclés. Et avec ça, on n'aura plus beaucoup de maladies. Maintenant, chez nous, il y a d'autres systèmes. Il a parlé de la mairie. La mairie a un service d'hygiène assainissement. Donc, eux aussi travaillent pour vérifier la propriété et l'hygiène de leur commune. Il y a aussi dans l'information sanitaire, les centres de santé, ils ont des agents qu'on appelle les assistants d'hygiène d'État. Eux aussi font des sorties souvent par semaine. Demander qu'on les sorties dans les quartiers, les ménages, là où il y a les eaux usées qui circulent, là où il y a les ordures, tout ça là. Ils convoquent les gens, ils leur remettent à l'ordre. Et s'il n'y a pas de correction, ils prennent des sanctions. Avec des amendes. Des fois, même, on fait des descentes avec les soldats. Si la personne est têtue, là, on va avec les soldats. Et là, quand les gens voient les forces armées, les gens reviennent sur leur gouvernement. Avec ce système et ce qui ont cité avec les tricycles, ça permet d'avoir une ville un peu propre. En tout cas, il y a de l'amélioration. D'accord, une dernière personne. Je vais parler de la gestion. Vous allez au pouvoir du président Patrice Talon. Est-ce que vous pouvez vous calmer pour écouter votre conduite? Vous n'avez pas le micro cette fois-ci? Même parce que tu connais mon nom. Je disais tantôt que depuis l'arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon, il a créé un ministère de cadre de vie. Un ministère de cadre de vie. Maintenant, après ça, il a pris un décret pour gérer la gestion de l'environnement au Bénin. Il a encore créé une entreprise qu'on appelle SGDS, Société de gestion des déchets solides, c'est qu'il a placé les bacs dans les grandes villes, Cotonou, Porto-Nouveau, Ouidah, Parakou, dans les quartiers des grandes villes. Et chacun gère sur les déchets, les sacs là. Maintenant, devant les ménages, il a encore, c'est chaque ménage doit déposer ces déchets devant la maison. Et il y a des camions qui passent tous les matins pour chercher ces déchets-là. Et traiter, là il y a traiter ces déchets-là. Même les carnivaux, il y a des entreprises qui ont recruté qui font le drainage des eaux. De telle manière que dans la ville, là, on ne peut pas jeter des déchets. Il y a des pénalités, des amendes pour ceux qui vont, qui va sanctionner tous ceux qui vont jeter les déchets. Comment on fait pour attraper ceux qui jettent? Il y a des caméras? Il y a la police, il y a la police environnementale qui est là. Qui se charge de ça. Et encore, si quelqu'un jette dans les carnivaux, même un carnivaux à côté de nous, il y a encore de là, on va jeter quelque chose, un sac ou bien une bouteille là, dans ce carnivaux là. Parce que quand ils jettent, si on te voit, on te prend. Même les petits enfants qui jettent là, on les prend. Et ils supportent avec des carnivaux. Donc c'est ce qu'il a fait, ce que le président Patrice Talon a fait. Délégué, vous quand vous prenez la parole, vous prenez 45 minutes. En fait, madame, ma question, c'est pas une contribution, mais j'aimerais juste savoir,
concernant la gestion de l'environnement, la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de deux villes, des deux capitales, Abidjan et Yamoussoukro. J'aimerais savoir, parce qu'il y a ce qu'on appelle par les CET, des centres d'enfouissement technique. Les CET, des centres d'enfouissement technique. C'est-à-dire ce sont des espaces réservés dans le cadre du déballage. C'est-à-dire, je ne sais pas si déballage. Donc, ce sont des zones qui sont réservées pour jeter des ordures. Et généralement, ces zones sont très éloignées de la ville. Et par exemple, on peut prendre par exemple à 10 km, parfois c'est même plus. Parce qu'on se dit que les déchets solides sont très toxiques et à un certain niveau, ça rend le milieu acide. Maintenant, j'aimerais savoir, dans le cadre de votre compagnie, quel espace qui est réservé dans le cadre de ces investissements techniques? Parce que c'est normalement, pour partir dans la planification urbaine, il y a ces espaces-là qu'on prévoit. J'aimerais savoir où est-ce qu'on déverse réellement ces déchets solides. En fait, chez nous, par exemple, à Abidjan, Yamoussoukro, je n'ai pas vraiment fait Yamoussoukro, mais à Abidjan, là-bas, il y a une décharge qu'on appelait la décharge d'Apouedo. Et elle était très éloignée de la ville. Mais malheureusement, les personnes ont commencé à acheter des terrains en tout, ont commencé à construire. Du coup, le gouvernement a délocalisé cette décharge-là. Et ils ont levé tout ce qui était ordure pour emmener ça dans un autre endroit qui est encore un peu plus éloigné de la ville. Mais dans cet endroit-là, là où la décharge était, là, le gouvernement a décidé d'assainir non seulement, mais de faire, je crois, une sorte de, je ne sais pas appeler ça jardin public, ou bien, ils ont décidé d'aménager cet endroit-là pour que les personnes qui ont commencé à construire autour là puissent aussi profiter de cet espace dans lequel la décharge était. Donc on a délocalisé pour on va encore plus loin. Maintenant à Yamoussoukro, là-bas, il n'y a pas encore d'étalement urbain vers l'endroit. Je ne connais pas bien le nom de la décharge là-bas, mais il n'y a pas encore d'étalement urbain vers la décharge là-bas. Bon, et puis il y a aussi une entreprise chinoise qui est chargée d'acheter les plastiques. Il y a d'autres qui achètent les vêtements, d'autres qui achètent les plastiques, d'autres qui achètent les fers, les objets, les tonnés. Pour le recyclage. Voilà, pour le recyclage. Ils transforment ça et puis donc, souvent ils envoient ça en Chine. Donc tout ça là, c'est comme ça. Voilà, maintenant, ce qu'il faut brûler qui n'est pas toxique. Chez nous, par exemple, tous les bidons, quand on consomme, ils sont tous recyclés. Même quand on va jeter en poubelle, il y a des enfants, des personnes qui vont aller les ramasser pour aller les vendre. Et il faut jeter où? Non, je veux dire, je voulais dire, quand on jette même dans la rue, il y a des personnes qui seront ramassées pour aller vendre. Donc, ça veut dire, comme on vend les bidons aujourd'hui, finalement, on ne jette plus trop comme ça par terre chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu gardes tes bidons, quand ça devient un stock, tu dois les vendre. Et puis tu gagnes ton argent. Non, pas tout le monde. Alors on continue. Vous voyez que selon les pays, mais je pense que tous les pays ont en fait une politique de gestion de leur environnement et des déchets. Maintenant, ce qui peut faire la différence entre les différents pays, c'est la mentalité des populations. C'est la mentalité des populations parce qu'il y a des têtes tellement... Pas dur, je n'ai rien dit. Donc il y en a qui suivent le mouvement et il y en a qui marchent à contre-courant. D'accord? Vous parlez des enfants. Ici au Cameroun, est-ce qu'on va mobiliser toute la police dans les rues pour dire qu'ils vont payer sur eux? Je le dis toujours et je reviens toujours sur la population. Le Cameroun est grand. Nous avons 10 régions. Vous imaginez qu'on doit mettre la police en route pour tous les Camerounais? Mais ils vont devenir fous avant le temps. Ils ne peuvent pas. Donc il y a des politiques que c'est comme on dit, Iubi Societa, Ibius. Chaque société avec sa mentalité et sa politique. Ce qui peut être facilement applicable au Togo, au Bénin, ne peut pas l'être au Cameroun. Peut-être en Côte d'Ivoire parce que c'est la belle famille, ils sont presque des cousins, des enfants, des mères, cousines. Je ne sais pas, c'est ce qui paraît. Mais, très franchement, l'environnement, c'est d'abord, et je le dis toujours, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité parce que même ce qu'on dit, si on te attrape en train de jeter quelque chose, ça ne va pas perdurer. Qui va t'attraper? Comment? Le policier là, c'est peut-être pendant que toi tu es en train de jeter, lui-même il jette quelque chose de plus sale encore que toi.
Oui. Super madame. Bon, moi je ne sais pas, parce que j'ai fait le constat. Je ne sais pas si c'est l'État qui n'autorise pas ou bien c'est l'entrepreneuriat des jeunes qui doit... Bon, je demande à savoir, puisque j'ai fait le constat aussi depuis que je suis arrivé, dans les cités que nous sommes là, il n'y a aucun service ou bien une ONG qui s'approche de nous par rapport à l'enlèvement des ordures. Or, chez nous, dans nos pays, par exemple, presque dans tous les quartiers, il y a des ONG, des petites ONG, comme les Ivoiriens l'ont dit, qui ont des tricycles ou bien des camionnettes. Et ils ont des contrats avec tous les ménages. Ils affichent des petites étiquettes sur, si vous avez signé un contrat avec eux, on met une étiquette. Un abonnement mensuel. Oui, c'est un abonnement mensuel. Mais je constate qu'ici, il n'y a pas ça. Si vous faites des ordures, c'est à vous-même de sortir pour aller déposer ça dans les bacs là. Or, normalement, chez nous, ça ne se fait pas. Vous stockez, vous payez je ne sais pas comment l'appeler, un sac ou bien quoi là, et vous stockez vos ordures dedans. Donc, ils passent 2 fois dans la semaine pour les ramasser. Ils rentrent dans chaque ménage. Et pratiquement dans tous les quartiers, il y a ça. Mais au Cameroun, ici, je constate qu'il n'y a pas ces genres de services. Je ne sais pas si c'est l'État qui n'a pas autorisé. Non, il y a ces services, mais ils ne sont pas partout. Et ça dépend également des bailleurs. D'accord? Certains bailleurs ont ce genre de service. Et disent, ils font un contrat avec un tricycle qui vient ramasser. Il a un grand bac devant son bâtiment où ses locataires mettent les ordures. Et après, c'est le bailleur qui a ce. Mais les tricycles existent. D'accord? Mais ce n'est pas aussi fréquent, rapide ou vulgaire comme chez vous que tout le monde le fait. L'État a Isacam. À côté d'Isacam, je ne sais pas si on a autre chose, mais il y a Isacam. Isacam passe. Mais on ne sait jamais quand Isacam passe. Et quand Isacam fait poum poum, je disais à ma voisine l'autre jour que quand tu entends poum poum, c'est Isacam. Parce que Isacam, son klaxon, c'est comme si sa respiration, vous voyez quand vous êtes essoufflé, que votre cœur va s'arrêter, c'est comme ça le klaxon d'Isacam. Je dis, tends l'oreille, elle est nouvelle. Je dis, tends l'oreille, quand tu entends comme c'est le klaxon, le cœur va s'arrêter, c'est Isacam. Et c'est quand tu entends le klaxon d'Isacam que tu sors avec ta poubelle. Généralement, c'est comme ça dans les quartiers, dans certains quartiers. Quand Isacam ne passe pas, tu vas aller trouver que les habitants de quartier ont décidé d'aller créer leur dépotoir sur le terrain de quelqu'un qui a dit qu'il ne construit pas encore là-bas. Tu reviens un jour, tu trouves que ton terrain est un grand dépotoir et il faut commencer à nettoyer. Donc chez nous, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop de ménages qu'ils ont quand même parfois dépassé par le travail parce qu'il y a beaucoup de ménages. Maintenant, est-ce que Isacam est capable de gérer ça? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres sociétés. Il faut énormément de sociétés. Et il faut des initiatives comme ça. Il faut des initiatives privées, justement. Oui, c'est l'initiative privée. Il faut des initiatives privées. Et maintenant, les Camerounais, combien achètent des sacs poubelles? Parce que les tricycles ne vont pas prendre les choses dans les seaux, dans les plastiques. Il faut des sacs poubelles. Combien achètent des sacs poubelles? Non, eux, même si vous avez un sac là, ou bien si c'est dans un seau, quand eux ils amènent leur tricycle, ils déversent ça comme ça, dedans vous pouvez mettre le sac. Bon, moi je trouve que ici, c'est un terrain à exploiter. C'est comme si l'entrepreneuriat n'est pas élargi dans ce domaine. Donc c'est vraiment un terrain à exploiter. Mais j'aimerais savoir, si quelqu'un veut mener déjà l'initiative, est-ce qu'il y a un endroit public où, quand le tricycle arrive pour prendre les ordures chez vous, il va aller pour déverser? Par exemple, quand nous prenons l'exemple de Soa ici, est-ce qu'il y a un endroit public? Il y a Isacam déverse ses ordures quelque part des Kolfoulou là, mais je ne sais pas où exactement. Mais quand tu t'engages, toi tricycle à le faire, ben, tu dois faire des recherches pour savoir où tu vas déverser les ordures que tu vas ramasser. Oui.
Donc, le jour où la personne va décider de mûrir son projet, il va se renseigner pour bien mûrir son projet. D'accord. C'est aussi l'occasion de dire aux Camerounais qui sont ici qu'il y a un business à exploiter. Comme nous ne sommes pas là pour longtemps, mais il y a quand même un business à exploiter. Pendant que vous êtes là, c'est un conseil. Justement, pendant que vous êtes là, vous pouvez commencer. En partant, vous nous laissez le business et on va continuer dans cette logique-là. On n'aura plus envie de partir parce qu'on aura coûté l'argent. Mais non, vous restez avec nous, simplement. Petit 2, les lois spécifiques. J'ai dit le petit 1, c'était la loi cadre, qui avait une portée générale. Maintenant, nous avons 8. J'ai une question concernant un peu le principe pollueur-payeur. Oui. Est-ce que nous dire que ce principe est respecté dans les pays occidentaux? Est-ce que ce principe de pollueur-payeur est respecté dans ces pays? Les principes sont respectés peut-être pas 100%, mais ils le sont d'une certaine manière. Quelles sont les actions qu'ils mènent pour éradiquer ce Principe pollueur-payeur, l'heure toujours, hier je parlais des bouteilles d'eau par exemple. Parfois, il y a un paiement direct, ça veut dire que vous payez une taxe. Vous payez au travers de la pollution, vous la payez dans la taxe une fois. D'accord? Ça veut dire que lorsque j'achète la bouteille d'eau, moi j'ai déjà payé la pollution, ma taxe de pollution au travers de ceci. L'entreprise également a payé et elle me fait payer également. Donc quand j'achète ma bouteille d'eau, j'ai déjà payé dans mon achat, ma taxe de pollution est comprise dans le coût final de ma bouteille d'eau. Le cas des pays occidentaux. C'est pourquoi je dis, même dans le cas des pays occidentaux, il y a plusieurs types de taxes. Vous pouvez payer à la base, d'accord, qu'on sait que... Oh, je vais expliquer ça. Je prends un cas banal. Si on sait que vous êtes producteur de voitures, d'accord, dans votre étude d'impact, vous savez à peu près quels dégâts vos voitures peuvent apporter. Maintenant, quand il faut payer, vous payez la taxe de production, la taxe de pollution en même temps que les taxes que vous devez faire. Donc vous payez, on va voir ça même quand on va atteindre ce niveau-là. Laissez-moi continuer d'abord parce que rapidement, en quelques minutes, une minute seulement, parce qu'on va y arriver. Le principe pollueur-payeur peut être bien compris à travers le mécanisme du marché carbone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. À partir des mécanismes du carbone, c'est là que s'applique les principes pollueur-payeur. Je ne sais pas si c'est un peu clair pour vous. Alors, si on développe, il me faut 1 heure du temps. Ne débordez pas 1 minute avec pollueur-payeur parce que nous y reviendrons. Allez-y. Le principe pollueur-payeur, c'est en fait on quantifie la quantité d'émissions de carbone qu'une entreprise peut émettre lors de son fonctionnement et puis à travers son en taxe. On va y revenir. Des lois spécifiques. Quelques lois spécifiques ont été adoptées dans la promulgation de la loi cadre, mais la loi relative aux forêts, à la faune et à la pêche l'a été avant. La loi de 1994 a été adoptée avant. La loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Elle définit les différentes ressources qui constituent son objet. Elle définit ce que c'est que la forêt. La forêt, c'est les terrains comportant une couverture végétale dans lesquels prédominent les arbres, arbustes, espèces susceptibles de fournir des produits. Donc la loi relative au régime des forêts, faune et tout, définit ce que c'est que la forêt, définit ce que c'est que la pêche, définit ce que c'est que la faune. Cette loi reconnaît
Vous avez compris que j'ai sauté, n'est-ce pas? Cette loi reconnaît le droit d'usage ou coutumier aux populations riveraines des forêts ou des cours d'eau. Elle porte sur l'exploitation en vue d'une utilisation personnelle de tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques, à l'exception des espèces protégées. Donc, lorsqu'on va faire des pêches, on va chasser des trucs comme le porc-épic. Et tant que c'est dans le cadre, c'est pour un but de se nourrir et pas de vendre. La loi, nous sommes protégés, d'accord? Donc, c'est cette loi-là qui régit tout cela. Si on peut se lever, et comme le commissaire Djunga aime toujours, je ne sais pas, il a toujours des pièges qu'il fait partout dans le champ. Et tu vois toujours comment il poste les gibiers qu'il a attrapés. Il le fait parce qu'il sait que la loi le lui reconnaît cette possibilité-là. D'accord? Tant que ce ne sont pas des espèces protégées, il sait qu'il peut, mais je n'ai pas encore vu de pangolin quand même sur ces photos, donc il doit être conscient que... Excusez-moi, madame. Ces lois, ce sont les lois du Cameroun, ce sont les lois universelles. Là, pour l'instant, c'est du Cameroun. C'est pourquoi de temps en temps, je vous dis, ça se passe comment chez vous. D'accord? L'État assure la protection des patrimoines forestiers, fauniques et halieutiques. Je ne sais pas si on aura le temps. Chacun aurait pu faire mais pas chacun peut-être. J'aurais eu peut-être un exposé de certains pays. Je ne sais pas si on aura ce temps-là. On verra bien. Là, on sortira d'ici un peu plus riche en connaissances parce que quand je suis les expériences de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, on sort de là un peu plus riche. Surtout combien de nous, les Camerounais sont bien. Vous avez suivi qu'il faut avoir les tricycles pour aller nettoyer la rue? D'accord. Chercher l'argent, chercher les tricycles. C'est un bon investisseur. Il va investir. Donc il faut, au sortir d'ici, on doit pouvoir profiter de toutes ces expériences pour faire de l'Afrique un beau continent. Ben oui. On prend un peu checker, on prend un peu du taux. Le taux, c'est qui? Le taux, c'est qui? Le taux, c'est le Burkinabé. Le Béninois, c'est quoi? C'est Abobo. Abobo. Le Togo. La boule. Akoumé. Il y a les Congolais. Il y a les Congolais, ils sont nombreux. Mais les Congolais sont les femmes. Il y a des couleurs. Le Congolais, je sais qu'on sortira de là avec les vestes. Non. Au moins la pollution visible de l'œil, la visuelle, là, on ne l'aura pas. Hein. Voilà. Parce que le Congolais, tu vois que quand tu vois quelqu'un, tes yeux ne souffrent pas. Parce qu'il y en a, quand tu le regardes, tes yeux souffrent parce qu'il y a la pollution visuelle. Alors, la loi de 98 portant régime des eaux. Cette loi, comme quelqu'un a demandé, je ne vais pas trop, ne retenez pas énormément le contenu, d'accord? C'est un point international. Retenez juste que lorsqu'il y a une source nationale, il y a la Constitution, il y a certainement une loi de portée générale et il y a des lois spécifiques. Les lois spécifiques, c'est selon le domaine. Il y a une loi relative à la pêche, à la faune, à la flore. Il y a une loi spécifique au régime de l'eau. Il y a une loi spécifique aux déchets toxiques et dangereux. Il peut y avoir une loi spécifique au contrôle des stupéfiants, substances, psychotropes et précurseurs. Donc il y a des lois spécifiques, d'accord, sur chaque domaine. Parce que l'environnement, ce n'est pas seulement l'air. L'environnement, ce n'est pas seulement le sol. L'environnement, c'est la faune, c'est la forêt, c'est l'eau, c'est le climat. C'est tout cet ensemble-là qui fait environnement. Et dans ce cas, il peut y avoir une loi générale qui vous dit ce que c'est que l'environnement de manière générale.
Maintenant, il faut qu'il y ait des lois spécifiques qui vont régir chaque domaine. D'accord? Donc, pour ne pas continuer dans le cas précis Cameroun, j'avance ou je dis? Non, allez-y. Je continue? Oui, d'accord. Vous savez que c'est la démocratie quand même. Hein? Si vous voulez bien, on peut lire et puis vous pouvez commenter, ça ne dérange pas. Au terme de l'article 4, la pêche ou la pêcherie désigne au sens de la présente loi la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou toute autre activité pouvant conduire à la capture ou au ramassage des dites ressources, y compris l'aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques en vue de la protection d'espèces animales par la maîtrise totale ou partielle de leur cycle biologique. Donc, dans la loi spécifique, on vous donne certaines définitions pour vous amener à mieux comprendre et à voir l'impact ou la portée de ce qu'on entend par pêche. Dedans, on va vous dire, par exemple, que telles espèces sont à protéger. Et maintenant, lorsque vous pêchez, mais vous ne pouvez pas pêcher jusqu'à tel degré, jusqu'à tel niveau. Et lorsque vous pêchez, il y a peut-être des saisons pour pêcher, des périodes où on ne pêche pas. Donc, voilà les lois spécifiques. Cette loi reconnaît le droit d'usage ou coutumier aux populations riveraines ou des cours d'eau. Elle porte sur l'exploitation en vue d'une utilisation personnelle de tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques, à l'exception des poux, des espèces protégées toujours. L'État assure la protection des patrimoines forestiers, fauniques, halieutiques et il est propriétaire des ressources génétiques du patrimoine mondial national. La loi sur le régime de l'eau. Selon cette loi, l'eau est un bien du patrimoine commun de la nation et de l'État. La mission de l'État, c'est s'assurer que la protection et la gestion, l'État s'en attribue la mission d'assurer la protection et la gestion. Généralement, l'eau, qui procure l'eau aux citoyens, c'est l'État, n'est-ce pas? C'est sa mission. Il peut en effet transférer ses prérogatives en totalité ou en partie aux collectivités décentralisées. La loi protège l'eau contre diverses pollutions, c'est ça qui nous intéresse. L'article 4 dispose que sont interdits les déversements, les écoulements, les jets. Oui. Laissez-moi finir et après je mets votre question. D'accord? Ne l'oubliez pas. Je finis et je vous reviens. Je commence une citation. Sont interdits les déversements, les écoulements, les infiltrations, les jets, les enfouissements, les épandages, les dépôts directs ou indirects, des eaux de toute matière, solides, liquides, gazeuses, des déchets industriels, agricoles, atomiques, susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de la mer dans les limites territoriales, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune, à la flore aquatique ou sous-marine, de mettre en cause le développement économique et touristique des régions. Fin de citation. Donc, la loi protège l'eau que nous buvons, qui peut nous servir d'une manière ou d'une autre de toute pollution. D'accord? Mais même l'eau que nous ne buvons pas, parce que si l'eau des rivières ou des mers est polluée, le poisson, on ne pourra pas vivre. Parce que les poissons ne pourront pas subsister dans une eau polluée, si je peux dire ça comme ça de manière générale. Et c'est dans toute la protection de l'environnement, dans tous les mécanismes de protection qu'on peut entendre, qui est en filigrane. Est-ce que c'est l'environnement qu'on protège en filigrane? C'est l'eau qu'on protège en filigrane. Parce que si on laisse la pollution, si on laisse que l'eau soit polluée, tout ce qui vit dans l'eau ne pourra pas subsister. Et l'homme ne pourra plus avoir tiré sa subsistance de l'eau. D'accord? Si l'eau est polluée, l'homme ne pourra plus avoir de l'eau potable. Maintenant, je vous reviens. C'était quoi la question?
Alors, merci madame. Ce que nous avons remarqué ici au Cameroun, c'est que les particuliers ont la possibilité de faire des forages. Contrairement en Côte d'Ivoire, le sous-sol est le patrimoine de l'État. En Côte d'Ivoire, les particuliers n'ont pas l'autorisation de faire des forages. Et quand nous sommes arrivés, il y a des Camerounais même qui nous ont interdit de boire cette eau des forages. Et la question que j'aimerais vous poser, que fait l'État camerounais pour garantir que les citoyens qui utilisent les eaux potables puissent avoir une eau de qualité? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire? Pourquoi il y a même d'abord eau du forage? On a un Kamouata au Cameroun, n'est-ce pas? On a Camerounais. Nous avons Kamouata, c'est ça? C'est la société de distribution de l'eau d'eau au Cameroun. Maintenant, est-ce que vous pouvez avoir une eau potable distribuée par l'État et vouloir faire votre propre eau? Vous répondez, allons-y et répondez simplement bien. Ça veut dire que si le Cameroun décide, si le Camerounais décide de creuser le sol pour avoir de l'eau, ça veut dire que soit Kamouata n'arrive pas là-bas, soit il ne peut pas supporter de vivre selon les humeurs de Kamouata. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux prendre mon bain, Kamouata me dit qu'il n'y a pas d'eau, j'attends 18 heures. D'accord? Alors dans ce cas, je creuse mon puits où je fais mon forage. Maintenant, il y a des gens qui boivent l'eau du forage. Moi, je puise l'eau du forage, pas pour moi, pas pour mon enfant. Pour ceux qui peuvent vouloir boire l'eau du forage. Mais moi, je ne me lave pas avec l'eau de mon propre forage qui est dans mon grand. Je me lave avec l'eau du forage que je prends ailleurs. Pourquoi? Parce que le forage, il ne suffit pas de dire qu'on est en forage. Il faut savoir bien. Au-delà de l'entretenir, il y en a qui creusent mal le forage. Le nôtre avait été très mal creusé. Ça veut dire que soit la boue fait comment, l'eau est toujours rouge. L'eau n'est pas propre, l'eau est bizarre en tout cas. Elle est bizarre au point où j'estime que je ne peux pas me laver avec. D'accord? Mais c'est au forage pourtant. D'accord? Alors, pour répondre, c'est vous-même qui allez répondre à votre propre question. S'il y a il y a des gens qui n'ont pas de courant, qui ont des panneaux solaires. Ma soeur était obligée de dépenser des millions pour avoir des panneaux solaires. Je ne sais pas comment on appelle ça. De faire tout un système pour qu'elle ne gère plus Eneo. Parce qu'elle n'a pas de courant. Il y a un tout petit transformateur dans un quartier, il y a de grandes maisons et tout. Donc, elle n'a pas de courant. Dans ce cas, tu te dis, on a interdit. Tu vas venir interdire à quelqu'un d'avoir son panneau solaire? Répondez-moi. Ce serait juste? Non. Chez vous, on peut interdire parce que vous êtes conscient que vous avez de l'eau et qu'il n'y a pas de rupture d'eau. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas de rupture d'eau. Donc c'est normal qu'on ait à trouver le sol. Mais maintenant, s'il y a des quartiers où il n'y a pas Kamouata, chez moi, je ne sais pas s'il y a Kamouata ou pas. Je fais comment? Je creuse. Maintenant, pour que le forage, je puisse le boire, je dois le traiter et aller jusqu'à une certaine profondeur et prendre des dispositions pour qu'il soit traité. Est-ce que c'est l'État qui a creusé mon forage pour qu'il vienne me dire de le traiter? C'est pas l'État. D'accord? C'est celui qui a commencé qui doit achever son action. Donc, si tu décides de donner une eau aux populations ou à tes locataires ou je ne sais pas toi qui, mais vas-y, jusqu'à la fin. Fais que ton eau soit propre et potable. D'accord? Donc, mais l'État n'a rien à voir parce que l'eau même de Kamouata, elle est très potable. Puisque les gens ne la boivent pas, d'autres la boivent, mais elle est très potable, très potable, parce que de temps en temps elle est un peu jaune, de temps en temps elle est claire, de temps en temps elle n'est même pas du tout. D'accord? Donc, je ne sais pas. Sur cette base, vous pensez que l'État peut interdire quelque chose à quelqu'un? Je parle de la protection des citoyens qui boivent ces eaux de forage. Est-ce que l'État ne doit pas avoir un œil? L'État a d'abord fini d'avoir les deux yeux, pas un œil. Sur l'eau de Kamouata, qu'est-ce qu'il fournit aux populations? Est-ce que l'État a fini d'avoir les deux yeux, pas un œil? Sur l'eau de Kamouata, qu'il fournit aux populations? Reportez. Vous avez vu l'eau de Kamouata?
D'accord. Mais l'État ne peut donc pas. C'est comme si vous voulez que l'État vienne faire la loi dans ma maison. Et l'État là, c'est qui? Dites-moi la personne qui va se lever pour aller dans la maison de quelqu'un pour vérifier l'état de l'eau. Les agents du ministère de l'Environnement. Je le comprends. Lui, il parle selon la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi. Le citoyen peut aller poser plainte contre la source ici auprès de l'ONEP ou même auprès de la justice pour dire que l'eau que moi je reçois n'est pas bonne, mais je ne reçois pas d'eau. Comme si la source ici aussi peut poser plainte sur les services que j'occupais, on appelle le service de recouvrement, contre le citoyen qui refuse de payer sa facture. Voilà, donc je pense qu'il comprend un peu cela. Chez nous, au-delà de 6 mètres de forage dans les villes ou de 6 mètres de puits dans les villes, tu payes. L'État vient, tu payes. Et puis tu fermes. Pour ça, tu payes, comment dire, il y a un décret de loi, tu payes tout, l'agrément, et tu peux le faire personnellement pour toi. Voilà. Sauf dans les villages et dans les campements, là-bas il y a les pompes comme ici, là, voilà, que l'État a fait pour le village, même pour le campement. Mais là, c'est l'État qui agit. Mais lorsque l'État ne fait pas, que les personnes fassent comment? J'ai pris le cas banal, j'ai pris des exemples, j'ai pris des quartiers où il n'y a pas Kamwata. Ces gens-là doivent faire quoi? Et même où il y a Kamwata et l'eau vient quand parfois il n'y a pas d'eau. L'eau vient le matin et parfois il n'y a pas l'eau toute la journée. L'eau revient le soir, peut-être à 2 h du matin. Mais quand tu reviens à 2 h du matin pour réserver l'eau pour le lendemain. Non, madame, chez nous-mêmes, là, en fait, là aussi, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Par exemple, moi, je suis à Talois et il y avait un quartier, un nouveau quartier, il n'y avait pas d'eau. On avait ce droit-là de faire un forage. Et quand l'eau est venue, bon, nous on est resté dans le forage parce qu'on a trouvé que c'était moins cher, c'était mieux. Nous-mêmes on entretenait d'autres choses. C'était à la maison, dans notre cour. Bon, l'État ne savait pas aussi que c'était dans notre cour. Donc, vous voyez que même là-bas, il y a quelquefois, l'État n'est pas au courant qu'il y a des choses. Donc l'État n'est pas comme un esprit qui remonte partout. D'accord. Donc, on ne peut pas, l'État ne peut pas tout faire. Et alors, dans ce cas, les populations se débrouillent pour être à l'aise, pour avoir leur environnement sain, pour avoir leur eau potable. Parce que quand tu te décides à faire ton forage, d'accord? Je parle toujours de ma soeur, elle est en forage, mais le courant dérange. C'est parfois impossible de faire monter de l'eau ou compliqué. Quand ça monte enfin, elle arrête. Donc, il y a les fils partout, mais tu peux bien l'utiliser parce qu'il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que tu fais? Installe quand même des panneaux solaires. L'État ne va pas venir te dire que pourquoi non. D'accord? Si c'est le pourquoi, alors qu'il fasse également son travail. Qu'il donne de l'eau et que l'eau soit potable et qu'il y ait l'eau de manière continue. Alors, d'autres lois spécifiques et non exhaustives adoptées dans ce domaine sont, j'ai dit, il y a plusieurs lois. J'ai dit non exhaustives, donc, c'est-à-dire que je ne vais peut-être pas les dire toutes. Loi portant sur les déchets toxiques et dangereux. Il y a la loi relative aux établissements classés dangereux et communs des sols insalubres. Il y a les lois régissant les appareils à pression de gaz et à pression à vapeur d'eau. Il y a la loi relative à l'activité semencière. Il y a la loi portant protection phytosanitaire. Phytosanitaire, là, on parle plus phytosanitaire quand quelqu'un veut voyager. Il y a toujours des gens là qui te disent service phytosanitaire, il faut qu'ils ouvrent tes bagages. Si tu as tel nombre de choses, tu dois payer. On ne m'a jamais demandé le reçu que qu'on me remet où j'arrive. Je ne sais pas à quoi c'est dit. Vous avez également ça chez vous? Comme on veut dire, on ne nous a pas contrôlé. Mais attendez, si vous n'avez pas de bagages non plus. Non, on avait des bagages. Il y avait des bagages avec des sacs à checker et tout ça là? Oui, mais en soute. Ils n'ont pas contrôlé? Non, mais avant d'arriver même au niveau de la soute, à l'entrée. À l'entrée, elle demande si tu as de la ticket ici. Tu dis oui.
ça peut prendre d'activer quelqu'un et qu'on te laisse partir. Mais moi, personnellement, m'a demandé d'activer des bébés, évidemment, je ne peux pas voyager, quitter ma pays. Elle arrive et puis je passe. Non, chez nous, parfois quand tu déclares que tu as telle chose, on te facilite le produit. Si tu payes tel montant par produit, on te donne un reçu et tu pars. Alors, quand moi je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont posé cette question. Ils m'ont demandé il y a quoi comme nous dans mon sac. Je leur ai dit ça de la ticket. Ils m'ont demandé de prendre un reçu à 5 000. Je leur ai dit mais la ticket qu'il y a plus même, la valeur ne vaut pas 5 000. Si je dois payer 5 000, je préfère arriver au Cameroun. S'ils veulent prendre, si les services douaniers veulent prendre ça, je vais leur donner. Et je ne vais pas payer 5 000. Ils m'ont laissé passer. D'accord. Non, mais là, c'est le service phytosanitaire, ça n'a rien à voir avec la douane. Parce qu'ils veulent vérifier ce que tu amènes dans un autre pays, si c'est propre ou impropre à la santé. D'accord. Donc, j'ai dit, je ne vais pas lister toutes les lois. Paragraphe 3, les sources réglementaires. On doit terminer avec les sources aujourd'hui, nationales tout au moins. Les sources réglementaires, c'est quoi? Réglementaire vient de quoi? Règlement vient de quoi? Règlement vient de, par règle, c'est autorité administrative. D'accord? Les règlements sont pris, c'est des actes juridiques pris par les autorités administratives qui sont investis du pouvoir réglementaire. C'est différent de la loi. Donc j'ai dit dans la hiérarchie des normes, il y a la Constitution, il y a les lois, il y a les règlements. Règlement circulaire. Dans la hiérarchie des normes, les règlements sont des actes juridiques pris par des autorités administratives investis du pouvoir réglementaire. La protection de l'environnement pourrait ainsi procéder de la technique réglementaire. Actuellement, on dénombre au Cameroun plusieurs règlements d'application que les autres types de règlements. Donc, on a des règlements viennent faire quoi? C'est quoi le rôle des règlements? En fait, oui. Vraiment, je dirais que les règlements, ce sont des textes d'application qui viennent pour appliquer ce qui a été prévu dans la loi. D'accord. Lorsqu'on prend une loi, il faut qu'elle soit appliquée. Alors, on prend des règlements qui contiennent des modalités de mise en œuvre de la loi. D'accord? Les règlements permettent de mettre en œuvre, vous donnent des modalités pratiques de mise en œuvre de ce qui a été dit dans la loi. Donc, en matière d'environnement, on a un décret. Dans les règlements, c'est les décrets, c'est les arrêtés. D'accord? On a les décrets, on a les arrêtés, ce sont les règlements. Les décrets, les arrêtés sont pris par quelle autorité? Il y a le président, il y a le premier ministre, il y a les ministres. Le ministre gouverneur. Le ministre est arrêté. Le ministre est maire, on a d'abord les décrets. On a le décret portant commission consultative pour l'environnement et le développement durable. On a plusieurs décrets, d'accord? Les décrets fixant les modalités de protection de l'atmosphère, les décrets portant réglementation des nuisances sonores et olfactives, les décrets portant modalités de protection de sol et de sous-sol. Donc lorsqu'il y a, ce que je veux dire et qu'on doit comprendre ici, c'est que dans les sources, c'est quoi? C'est que le droit de l'environnement a une source, il vient de quelque part. D'accord? Sa source est d'abord constitutionnelle, c'est le fondement.
D'accord? Parce que la Constitution, c'est la norme fondamentale et suprême. D'accord? Donc, après la Constitution, on a les lois. Après les lois, quelquefois on dit Constitution, le plan interne, c'est Constitution, loi. D'accord? Loi, règlement. Ce que la Constitution prévoit, la loi vient Appuyer, approuver. vient l'instituer. Instituer, même c'est la Constitution qui institue, qui donne corps, qui donne la vie. Maintenant, la loi vient établir, si je peux dire comme ça, d'accord, donner corps, d'accord. La loi vient mettre en vigueur, oui, mettre en vigueur pour application. Les règlements viennent pour donner des modalités d'application. Et je pense qu'il en est de même pour vos États également, dans vos États également. Donc ensuite, il y a des décrets, les arrêtés, les circulaires. C'est tout cela qui constitue les sources. Parce que quand il y a des arrêtés, après on va prendre des circulaires qui vont aller sur le plan un peu plus de proximité. Circulaire numéro disant telle chose, précisant et rappelant. Jusque-là, ça va? Oui, ça va. Oui. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Elle est votée par le Parlement. S'il vous plaît, madame. Oui. Le règlement, excusez-moi, je termine avec votre camarade. Le règlement, c'est un acte juridique pris par une autorité administrative. Oui. Merci, madame. De tout ce que vous venez d'énumérer concernant la hiérarchie des normes. Maintenant, où se place les traités? Comment on appelle les traités? Les traités sont supra-législatifs. Les traités sont infraconstitutionnels et supra-législatifs. Okay, merci. Non, madame, il y a quelle différence entre traité et convention? J'aimerais savoir, convention et traité. La convention, c'est... le traité a une portée générale. D'accord? La convention, c'est un accord entre plusieurs parties. D'accord? Comme là, on fait une convention de... C'est un accord entre plusieurs parties. Mais le traité a une portée plus générale que l'accord. Mais quand on dit la convention de Paris, la convention, moi j'aimerais vraiment avoir plus de questions sur la convention de Paris, de Paris de traité, maintenant. La convention de Paris, c'est que les États se sont rassemblés, se sont réunis et ils se sont concertés sur un point précis. D'accord? Et sur ce point précis, ils ont décidé d'un même accord, d'accord, d'accepter les termes de ce qu'ils ont dit. Ils font une convention que voilà comment on va fonctionner par rapport à telle chose. Oui. Pour en tirer à ce qui vient de dire, donc la convention concerne ceux qui étaient pendant au moment de oui. La convention, c'est ceux qui sont là, les gens autour de la table. C'est la convention. Chapitre 2, les sources internationales. On va voir convention, traité. Le droit international de l'environnement se caractérise par sa vitalité, sa profusion
Près de 600 traités multilatéraux et 1000 traités bilatéraux ont été adoptés dans le domaine de l'environnement. L'article 38 du statut de la CIJ dispose que le droit international repose sur 3 sources formelles: les traités, la coutume, les principes généraux du droit, ainsi que les sources auxiliaires que sont les décisions de justice et la doctrine. Vous comprenez déjà? Le traité est comme la Constitution, une source du droit international. Ces sources sont dites hard law, droit dur, car elles imposent des obligations contraignantes à la différence des sources de droit mou, qui ne lient pas les parties. Les sources du droit mou sont multiformes, ce sont les actes unilatéraux des États, les actes unilatéraux des organisations internationales. Même si en théorie elles sont dépourvues d'une portée contraignante, elles peuvent néanmoins avoir en pratique une certaine valeur juridique. Les déclarations, par exemple, inspirent souvent les législations des États. Les législations, c'est le droit mou, c'est ça? Les sources internationales en général exercent une influence considérable sur le droit interne de l'environnement. Elles se répartissent selon leur domaine d'action géographique entre les sources universelles, régionales, la coutume internationale, les décisions judiciaires et la doctrine. Les sources universelles, ce sont les conventions et les déclarations. Le Cameroun a signé ou ratifié un grand nombre de traités multilatéraux dans le domaine de l'environnement. La signature d'un traité a pour effet d'adopter ou d'authentifier le texte négocié, mais non d'engager l'État signataire à être lié. Le consentement à être lié par le texte du traité résulte de l'acte d'approbation qu'est la ratification. L'entrée en vigueur d'une convention est généralement conditionnée par un nombre minimal de ratifications qu'elle détermine. Face à la multitude des conventions environnementales signées par le Cameroun, il convient d'examiner uniquement celles qu'il a ratifiées et que l'on peut distinguer entre celles qui résultent de la conférence de Rio et des autres conventions. Quant à les conventions issues de la conférence de Rio, on a 2 conventions qui ont été signées à Rio. Auxquels s'ajoutent des protocoles qui ont été négociés et signés par la suite. On a ça va jusque là? Ça va jusque là? Vous êtes concentrés parce que ici on va commencer avec les dates et les. Ah oui, je mets d'abord pause. J'ai eu combien de minutes de retard ce matin? Vous avez le prochain cours à quelle heure? 10h30. 10h30. Pile poil. Vous dites oui, je suis partie hier, je vous ai vu vous balader ici. Il n'était pas encore là ce soir. Elle a crié et qui est. Je suis partie d'ici, j'étais assise là-bas, je vous voyais vous balader. C'est le prochain qui n'est pas arrivé. C'est le prochain qui n'était pas encore arrivé. Par contre, aujourd'hui, je me suis dit ça. Pourquoi il pleut? Pourquoi aujourd'hui il sera à l'heure? Il a une voiture, madame. Ça me change bien. J'avais une voiture, mais j'ai fait 20 minutes à l'entrée du campus. 20 minutes de place. Ce sont des 2
convention. Bien. Petit A, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et ses protocoles additionnels. Cette convention ou convention climat est conclue à Rio en 92. Elle est signée à New York en 92 et entre en vigueur en 94. Le Cameroun l'a signé le 14 juin 92 et l'a ratifié le 19 octobre 94. Je me demande si on aura le temps. Que chacun aille chercher ceci pour me dire un peu quelque chose sur son pays. Madame, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Je pose une question et je me demande si je vous donne un devoir que chacun aille fouiller quelque chose sur son pays. Quelque chose, n'importe quoi. Pas quelque chose, de réfléchir sur le domaine. Par exemple, sur qu'est-ce qui active la protection de l'environnement dans vos pays? Qu'est-ce qui active le mécanisme de protection de l'environnement? Comme là on dit, au Cameroun par exemple, on dit que le Cameroun a signé à Rio, à partir de la conférence de Rio, on a eu quoi? On a eu deux textes. On a eu la Convention sur le climat et on a eu également un autre texte. D'accord. Je me demande si vous pouvez également me trouver quelque chose que, à partir de telle conférence, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans tel domaine en matière de l'environnement. Vous comprenez à peu près? Là, on commence par ça demain. Chacun un peu comme le devoir de ne pas jeter les choses au sol. Oui. Madame, si vous voulez bien comprendre, le coup que nous sommes en train de faire actuellement, les dates que nous citons, les accords, concernent que le Cameroun. Ce que nous avons fait plus haut, là, les accords que nous avons cités, les arrêts, vous pouvez les arrêter, vous pouvez voir ce qu'on dit. Ça concerne uniquement le Cameroun. Oui, justement, je me rends compte quand même que c'est pourquoi de temps en temps je reviens pour spécifier. D'accord? Et pour vous donner ce travail que allez. C'est parfois pourquoi à un moment donné j'arrête et je vous dis de manière globale. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour parler des sources, j'ai dit, dans tous les pays c'est comme ça. Dans tous les pays, on a des sources du droit de l'environnement sont pareilles. On a le droit on a la constitution, on a les lois, on a les règlements. Dans tous les pays c'est comme ça. D'accord? Et c'est pourquoi maintenant, je viens au niveau universel, je m'arrête également et je vous dis, chaque État certainement, parce que je ne peux pas vous donner un cours selon la spécificité de chaque État. D'accord? J'ai la spécificité du Cameroun parce que je suis camerounaise, ça va de soi. Mais maintenant, c'est pourquoi de temps en temps, je m'arrête, je dis, qu'en est-il de l'expérience ivoirienne, togolaise, béninoise, congolaise, d'accord? Sur cette base, parce que le droit international, il est le même. Maintenant, comme c'est chaque société son droit, on a des différences d'un pays à l'autre. Mais de toute façon, tous les mécanismes de protection sont pratiquement les mêmes. Oui. Super, madame, je n'ai pas très bien saisi le devoir. Le travail à faire. Le travail à faire, c'est nous dire à partir de quelle période votre pays s'est activé dans la protection de l'environnement. Donc apprendre les mécanismes de protection à partir de quelle conférence, parce qu'il y a des conférences, il y a des traités. Qu'est-ce qui déclenche véritablement le processus de protection de l'environnement dans votre pays? D'accord? Oui. S'il vous plaît, je souhaiterais savoir si on se limite seulement qu'à l'international.
De ton pays, de votre pays. Je veux parler des traités, des conventions à l'international, puis on peut parler aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, c'est l'international qui active toujours le national. D'accord? C'est parce qu'à un moment donné, on a signé un traité qu'on a ratifié, qu'on est appelé à mettre en œuvre sur le plan national ce qui a été signé dans le traité ou dans la convention. Mais maintenant, pour que cela soit mis en œuvre dans le cadre national, il faut qu'il y ait ratification. Parce qu'il y a des États qui signent, mais qui ne ratifient pas. D'accord? On met en œuvre, c'est réceptionné à partir du moment où l'État a ratifié l'accord, la convention ou le traité. C'est à partir de là maintenant que la loi, l'autre processus qui est l'aspect législatif, est déclenché. Sur la base de la convention, on prend des lois. On vote des lois et à partir des lois, on prend des règlements, des décrets, des articles. Vous me comprenez? D'accord. Donc là, ne m'en voulez pas parce que je parle Cameroun en attendant de prendre une autre nationalité. La mienne est encore camerounaise. D'accord? Qui sait au sortir d'ici, je serai peut-être... Ivoirienne. Peut-être béninoise. J'ai beaucoup d'amis béninois. Énormément d'amis béninois. On n'a pas d'accord. Mais Ivoiriens, nous sommes déjà tellement beaux frères que nous sommes déjà une seule chair. Comment vous êtes une seule chair et vous voulez encore la même chair? Non? Nous sommes déjà Ivoiriens, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est une seule chair, mais non. On ne partage pas. C'est pas un partage. Alors, on dit le Cameroun, les sources universelles, d'accord? J'ai dit à partir de la conférence de Rio, le Cameroun, l'État du Cameroun, a signé plusieurs autres textes. Les conventions issues de la conférence de Rio. Ce sont les deux conventions qui ont été signées à Rio, auxquelles s'ajoutent des protocoles qui ont été négociés et signés par la suite. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et ses accords additionnels. Donc à Rio, on a signé la Convention cadre des Nations Unies. À partir de cette Convention cadre des Nations Unies, on verra que le Cameroun a adopté plusieurs lois. D'accord? Quand on parlait des lois spécifiques tout à l'heure, on a vu, n'est-ce pas? On a vu des lois de 92, 93. Donc on voit que la convention sur le climat s'est tenue à Rio en 92. Elle a été signée en 92 et est entrée en vigueur au Cameroun 2 ans plus tard, donc en 94. Le Cameroun l'a signé le 14 juin 92, mais l'a ratifié le 19 octobre 94. Elle définit les changements climatiques. Cette convention définit les changements climatiques comme des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables. Le changement de climat, on le voit au quotidien, n'est-ce pas? On le vit au quotidien. J'ai parlé hier des membres. J'ai demandé à quelqu'un, c'est quelle saison? Là, il pleut. Peut-être que le temps sera clément aujourd'hui, on n'aura pas trop de soleil. Mais demain, vous verrez qu'il fera extrêmement chaud. Alors, vous allez vous demander finalement la saison des pluies. J'ai dit, mais les pluies, c'est quand on dit avril. J'ai dit, mais jusqu'à l'avril, on va mourir. Avec cette chaleur, avril comme ça. Donc ça, c'est les changements climatiques. Maintenant, ils sont dus à quoi? Les changements climatiques sont dus à quoi? L'activité de l'homme. À l'activité de l'homme. Et c'est l'activité de l'homme également. Parce que pour qu'il y ait émission de gaz, il faut qu'un homme ouvre une société. Pour le bien de qui? De l'homme. Et que cet homme-là décide de ne plus marcher, mais de conduire une voiture. D'accord? Et pour que cette voiture consomme, un autre homme décide d'avoir une station d'essence. C'est l'homme toujours à la base de tout. Et tout ça, c'est pour le bien
De qui? De l'homme. Parce que si tu penses qu'il faut marcher du campus jusqu'ici, tu arrives ici, tu es déjà fatigué. Tu prends la voiture, pourtant c'est l'atmosphère que tu dégrades. D'accord? Et il n'y a pas que les effets de gaz, il y a également quoi? Pour être ici comme nous sommes là, on a dû casser, on a dû détruire, oui. Déforestation, suffision au niveau de convention. Oui. Moi, je pense que la convention de Rio était basée sur le principe de développement durable et la convention sur la biodiversité. Par contre, la convention sur Rio de 1992 était focalisée sur la convention climatique. Je pense qu'il y a une convention. Oui. Une petite confusion au niveau des conventions. Ah, ok, c'est également marqué la salle. D'accord. Mon collègue est là. Il est ponctuel comme ça. Il a le temps d'une minute. Non, parce qu'il est censé être en salle de comment? C'était la liste aussi, les supérieurs.